Ce nouveau parcours des collections permanentes du Musée national d'art moderne rend hommage à Paul Destribats, l'un de nos très grands collectionneurs, dont l'ensemble des petits papiers vient d'entrer en dation dans les collections du musée. C'est un enrichissement absolument inestimable, puisque c'est un enrichissement qui nous permet à la fois de combler des absences de la bibliothèque Kandinsky, mais aussi de devenir ce que nous souhaitons toujours être, prescripteurs pour nombre de grands mouvements de l'histoire du XXe siècle. Voici la première des salles consacrée à ces petits papiers du XXe siècle, une salle consacrée au futurisme italien. Nous avons désormais, grâce à cette dation exceptionnelle, le fond le plus complet qui soit sur ces extraordinaires documents, tracts, manifestes que ces futuristes qui, comme on le sait, ont publié leur premier manifeste dans le Figaro en 1909, ont réalisé. Nous avons orchestré tout cela autour de certains tableaux de la collection, dont le très important Severini que vous voyez ici. Il est extrêmement intéressant aussi de comprendre que les futuristes ont utilisé à la fois les manifestes, à la fois les différentes déclarations publiques qu'ils ont faites, dans un souci polémique, dans un souci même de mobiliser l'attention. Et grâce à ce fond magnifique, grâce à ces documents qu'on retrouve dans d'autres salles d'ailleurs, nous pouvons dire que nous donnons au public la possibilité de comprendre quels ont été les enjeux absolument essentiels de ce tout premier mouvement des avant-gardes du XXe siècle. Alors, je serais sans doute stupide de vouloir expliquer Dada en quelques minutes, mais le fond d'Estribats est si considérable qu'on aimerait s'y attarder longtemps. Paul Destribats disait « Lorsque je suis complet sur un mouvement, je suis heureux ». Et on peut dire que sur Dada, il a réuni un ensemble absolument prodigieux que nous présentons ici avec bien évidemment des œuvres de nos collections. Au passage, l'extraordinaire catalogue du Cabaret Voltaire, première des manifestations Dada à Zurich au début du siècle, mais d'autres œuvres que l'on reconnaîtra, de Janko, de Georges Grosz, de Raoul Haussmann et d'autres, et une extraordinaire profusion de lettres, de documents, de publications, aujourd'hui rarissimes, qui témoignent de l'activité de Dada, bien évidemment à Zurich, où il commença, pour se poursuivre ensuite, on le sait, en Allemagne, entre autres, bien sûr, à Berlin. Voici aussi des documents extrêmement importants de l'activité Dada en Allemagne, mais voici aussi un ensemble exceptionnel de documents autour de Kurt Schwitters qui, à Hanovre, va développer une alternative, une dissidence, en quelque sorte, du mouvement Dada. On entend d'ailleurs sa voix au-dessus de nos têtes pour montrer que cette activité n'est pas uniquement plastique, n'est pas uniquement graphique, mais qu'elle est aussi, quelque part, une anticipation sous toutes les formes de ce que l'on a appelé un art de la performance. Et parmi ces performeurs fantasques et absolument géniaux, nous avons désormais la chance d'avoir un ensemble de documents autour de Johannes Baader, que nous ne connaissions guère qu'à travers quelques textes. Mais ici sont réunies certainement des choses essentielles. Et puis on le sait, Dada, à l'initiative d'André Breton, d'autres de ses comparses comme Philippe Soupeau et Aragon, Dada va migrer, s'éteindre à Berlin et se réinventer avec Tristan Tzara à Paris. C'est l'époque où le mouvement Dada vient migrer et nous avons ici un ensemble incomparable de tracts, de papillons, de documents, de lettres qui viennent étayer cette incroyable aventure de l'esprit. Mais nous avons aussi dans cette salle le bonheur de rassembler des œuvres majeures qui viennent d'entrer dans notre collection. Cette très célèbre œuvre de 1915 de Francis Picabia, l'une des premières œuvres mécanomorphes de ce génial artiste. Une autre œuvre ici de
Picabia, ce portrait de Guillaume Apollinaire, sans doute très ressemblant, malgré les apparences, qui se nourrit là aussi de citations prises dans les pages roses du dictionnaire. Et au fil donc de cet ensemble inouï, on découvre la richesse de cette extraordinaire archive qui fut, je dirais, obstinément la traque continue de Paul d'Estribats. Les revues maintenant d'Arthur Cravant, les documents autour de proverbes, mais aussi l'activité poétique de Francis Picabia, les fameuses soirées, la revue littérature, etc. Tout est là pour faire comprendre combien cette aventure de l'esprit absolument inégalée a ouvert les portes de la modernité la plus radicale. Le grand tableau de Francis Picabia, L'œil cacodilate, est somme toute une œuvre qui vient synthétiser tout cela, puisque comme disait Picabia lui-même, voilà le tableau le plus original que j'ai probablement fait et pour lequel finalement je n'ai rien fait d'autre que de dire aux autres de le réaliser à ma place. Et puis dans cette salle encore, toujours autour de Picabia, Duchamp et bien sûr cet extraordinaire petit verre, ces fameux 9 moules Malik, préfiguration du développement du célèbre grand verre qui se trouve désormais à Philadelphie, et l'activité donc d'un Picabia, activité continue autour de la poésie. Picabia est l'un des grands poètes du XXe siècle, l'un des grands inventeurs. Ses revues 291, 391, Cannibale et d'autres sont des moments absolument épiques de cette époque. Et l'activité de Picabia, elle se poursuit après dans l'invention d'œuvres monstrueuses, 2 œuvres extraordinaires entrées récemment dans la collection. Ici, Colloque, une œuvre du milieu des années 20 qui préfigure cette période des monstres justement qu'il a réalisé. Le Christ regarde un marin, lui-même émoustillé par une femme qui pose son pied sur le corps d'une autre femme sur un arrière-plan d'église, alors qu'ici, dans une magnifique aquarelle que Picabia réalise au moment où il travaille pour les cercles nautiques de la Côte d'Azur, il vient s'emparer là aussi d'images classiques qu'il fond dans cet magnifique équilibre que vous avez ici sous les yeux et qu'il appelle l'ambition. Oui, l'ambition, pour Dada, était de révolutionner la pensée, de s'opposer avec nihilisme à la violence de la guerre, puisque Dada était né en 1916, que Dada s'est arrêté en 1920 et que le surréalisme, de fait, s'en est emparé. Au cœur de l'atelier d'André Breton, qu'abrite le Centre Pompidou, différents documents exceptionnels, là encore, qui témoignent de l'activité du Bureau des recherches surréalistes et d'un André Breton qui, après la publication du premier manifeste en 1924, va cesser avec ses amis, avec ses acolytes, de rêver de transformer la vie. On voit dans ces vitrines des documents là aussi rarissimes, des jeux qui sont à la fois des jeux de l'esprit, mais qui sont aussi une manière de nous questionner sur notre rapport à l'histoire et à la culture. Il faut aboutir, disent-ils, à une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Et cette nouvelle déclaration des droits de l'homme, elle pourrait passer, comme on peut le lire ici, par l'idée que, parents, vous deviez raconter vos rêves à vos enfants. Elle pourrait également passer par l'idée que vous trouverez ici, que vous qui ne voyez pas, pensez à ceux qui voient. Et de tout cela, de cette activité poétique, de cette activité visuelle dont le musée conserve évidemment de grands chefs-d'œuvre, à commencer par la reconstitution éblouissante de l'atelier d'André Breton, où il a vécu quelques 40 années de sa vie et où un collectionneur frénétique nous a entraînés dans un univers qui brassait toutes les cultures, toutes les civilisations, pour cette aventure absolument incomparable de l'esprit. On retrouve désormais aussi des documents que nous n'avions pas et qui viennent enrichir la collection de manière extraordinaire.
la révolution surréaliste, entre autres, bien sûr, des tracts, des documents, et sa voix qui nous parvient ici et qu'on entend, et qui montre combien ces gens sont restés en alerte, combien ils nous ont engagés à ne pas visiter l'exposition coloniale, combien, c'est écrit ici, ils ont su protester. Protester pour dénoncer l'absurdité du monde, mais pour aussi tenter de construire une aventure de l'esprit qui, jusqu'à eux, n'avait connu probablement absolument pas d'équivalent dans notre société occidentale. Nous sommes en 1948, cette salle est dédiée au mouvement Cobra. Cobra, c'est Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, des auteurs venus donc de tous horizons européens, qui ont à cœur, dans cette Europe en reconstruction, de proposer une alternative aux mouvements qui restent encore en vigueur. Ils ont un rôle majeur puisqu'ils s'ouvrent à l'art populaire, qu'ils s'ouvrent à l'art des enfants. Ils ont une activité absolument extraordinaire en matière de publication, en matière de graphisme, parmi ces noms, des noms qui nous sont familiers, comme bien évidemment Asgharian, ou même encore Pierre Alechinsky, dont on voit ici les toutes premières gravures qu'il a pu réaliser. Mais il y a, je crois, des noms que le public doit découvrir davantage. Je songe entre autres à ce magnifique artiste qui est Carl Henning Petersen. Je songe probablement aussi à d'autres noms qui ne nous sont pas autant familiers, comme Constant. Mais je voulais attirer l'attention aussi sur ces publications très inventives qui montrent combien on ne saurait regarder l'activité artistique en la dissociant de ce contenu théorique, de ce contenu intellectuel, de ce contenu graphique qui en fait toute la richesse. Et Cobra, de ce point de vue, a été exemplaire. Nous sortons de cette salle autour de 3 œuvres magnifiques du grand peintre Karel Appel. Ces dessins nous rappellent aussi que l'enfance reste un des sujets qui jusqu'alors avaient été négligés par certains artistes, mais qu'elle est source d'inspiration et d'inventivité tout à fait extraordinaire. Nous avons désormais, grâce à ce fonds Paul Destribats, la plus extraordinaire archive que l'on puisse imaginer autour de l'international situationniste. De l'international situationniste, on connaît sans doute avant tout le nom de Guy Debord et le rôle absolument essentiel qu'il a pu jouer en animateur, en polémiste, en écrivain absolument essentiel. Et tout ce que nous avons réuni ici, qui montre la construction même de ce mouvement, ces divisions de l'international lettriste en Bauhaus imaginiste, tout cela montre une frénésie d'inventivité, de textes, de publications que nous avons la chance de pouvoir maintenant réunir. On voit qu'on touche absolument à tout, comme au demeurant les lettristes l'avaient voulu faire. On touche à tout ce qui est évidemment lié à une société qu'il faut reconstruire. Ici, dans une de ces vitrines, le premier grand texte que Guy Debord publie avec son ami Asgharian, Mémoires. Ce ne sont pas des mémoires pour un homme qui a à peine 30 ans, mais c'est plutôt un mémoire d'étudiant pour un monde à venir. D'autres textes témoignent aussi de la volonté de prendre conscience de la spectacularisation du monde dans lequel nous sommes. Les documents ici sont fameux, comme entre autres cette incitation à la dérive dans le guide psychogéographique de Paris, où, comme on le voit, il s'agit non plus d'arpenter les rues telles qu'on nous engage à le faire, mais à partir justement de mouvements qui mettent en question l'urbanisme que l'on nous impose. L'urbanisme que Constant connaît évidemment et étudie dans des maquettes d'architecture tout à fait futuristes, mais au-delà de cela, les congrès, entre autres, du situationnisme, comme le très célèbre congrès d'Alba, qui permet au grand Italien Giuseppe Pino Galizio
de montrer son travail, de développer ses idées, comme entre autres dans ces immenses peintures qui sont faites à l'aveugle, sont des moments de rupture d'une importance absolument capitale. La construction de situations, qui est en quelque sorte le mot d'ordre des objectifs révolutionnaires de la plupart des acteurs du situationnisme, vont conduire aussi à préparer le terrain intellectuel de ce que seront les grands mouvements de révolte de la fin des années 60. On voit ici aussi bien des documents de l'internationale situationniste, on voit aussi l'archive du grand poète et écrivain belge Raoul van Heingem, que nous avons désormais, grâce à ce fonds, dans toute son amplitude, collage, montage, on voit que réapparaît dans l'esprit des situationnistes quelque chose de la pensée des avant-gardes du début du XXe siècle. Et l'on s'arrêtera ici un instant sur ces publications splendides de l'internationale situationniste qui sont certainement à l'aube de mai 68 des sources théoriques d'une importance considérable pour comprendre comment ce mouvement, qui fut évidemment à la fois un mouvement esthétique et poétique, mais également profondément engagé, a préparé les esprits au grand bouleversement que l'on connaîtra à la fin des années 60. Petit papier du XXe siècle, mais aussi donc une attention toute particulière à cette passion révolutionnaire qui traverse les esprits à l'époque, qu'il s'agisse du Bauhaus situationniste en Suède, qu'il s'agisse du groupe Spur en Allemagne. On sait combien la fin de ces années 60 est porteuse de manifestes, est porteuse de volonté même de changer le monde. Et dans ces documents qui sont là, qui viennent somme toute de tout pays, avec une attention particulière d'ailleurs à mai 68, nous avons désormais au Centre Pompidou une archive absolument irremplaçable de mai 68. On voit combien l'inventivité graphique, songez à l'Atelier des Beaux-Arts à Paris, mais également à d'autres mouvements, donne libre cours à une extraordinaire imagination. On voit là aussi, et c'est tout à fait formidable, combien des tracts, des manifestes, combien l'idée de l'engagement, finalement, est certainement l'une de celles qui, peut-être dans le sillage de la philosophie d'un Sartre, a joué, avec toutes les critiques qui ont pu naître à ce moment-là, un rôle absolument déterminant.